programmés en troisième semestre. D'habitude, on le fait en S2. Selon le nouveau programme, donc le programme programmation, le module programmation réseau a été programmé en S3. Je ne pense pas que je peux, c'est-à-dire le prendre l'année prochaine, je ne pense pas, parce que j'aurai d'autres modules en parallèle. Mais toujours, pourquoi je vous ai dit ça? D'habitude, je préfère toujours vous donner un projet en parallèle avec la réalisation du module, les TP et les cours. Je préfère de vous donner un projet qui a une relation avec le contenu de module et avec la spécialité. C'est-à-dire trouver une application, voilà, à réaliser, un projet à réaliser qui a une relation, bien sûr, avec le module, c'est clair, mais qui a aussi une relation avec votre spécialité qui est donc c'est-à-dire l'informatique visuelle. Il faut trouver quelque chose, une application qui tourne dans, c'est-à-dire qui traite l'informatique visuelle, mais en réseau peut-être. Bon, je suis en train de réfléchir, peut-être faire une recherche. Si je trouve un projet c'est-à-dire qui sera, c'est-à-dire bénéfique pour vous, voilà, je vais vous le proposer, d'accord, à réaliser. D'accord, c'est une très bonne idée, monsieur. Ouais. Voilà, voilà. Et c'est pour ça, donc, si vous avez même des idées à partager avec moi, à discuter, à enrichir après, la semaine prochaine, l'autre semaine, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me proposer et moi, je vais faire une recherche de mon côté, on verra. L'objectif du projet, c'est pas juste pour vous donner un projet, c'est-à-dire à la fin, c'est pour vous noter. Non, c'est loin de ça. Quand je vous donne un projet, c'est clair, vous serez noté sur le projet, mais il faut qu'un objectif clair, c'est-à-dire les objectifs de ce projet doivent être, c'est-à-dire bien clairs. Voilà, c'est défini en premier, c'est-à-dire au démarrage du projet, et qui a une relation avec votre spécialité. D'accord? On est pour le moment 14 personnes, y compris moi. Je ne sais pas si d'autres étudiants vont venir ou on doit démarrer. Donc, il y a un étudiant, je pense, qui vient de se connecter. Voilà, je pense qu'on démarre parce qu'on est 17h27. Il est 17h27, donc il vaut mieux qu'on démarre. Donc, je prépare la présentation. Je pense que la fois passée, on a présenté la couche réseau. Je partage avec vous et vont lire. On s'est arrêté à ce diapo la fois passée. On a présenté la couche réseau. Je pense qu'on a présenté la couche transport, la couche réseau. C'est le modèle OSE. Je pense qu'on a présenté la couche réseau, non? Donc, on va présenter, il ne reste pas beaucoup de choses à présenter. Voilà, donc on essaye de terminer Oui, on a présenté la couche réseau. Très bien. Donc on va démarrer de cette couche, c'est la couche liaison. Après la couche réseau, bien sûr, c'est la couche liaison. Donc au niveau de cette couche, donc l'information, de temps en temps, je dois basculer pour accepter les demandes. Voilà, très bien. Donc, au niveau de cette couche liaison, elle vient de démarrer. Au niveau de la couche liaison, donc le paquet qui a été bien sûr construit au niveau de la couche supérieure qui est la couche réseau, voilà, donc contient l'information à envoyer et
contient l'adresse IP source et l'adresse IP de destination. D'accord? Ce paquet, quand il arrive au niveau de la couche liaison, voilà, ce paquet sera divisé en plusieurs trames selon la taille du paquet. D'accord? Parce que toujours le protocole qui fonctionne, les algorithmes qui fonctionnent au niveau de cette couche, voilà, donc vérifie la taille du paquet. Si la taille du paquet dépasse un certain seuil, on ne va pas l'envoyer directement. Il faut le fragmenter. Il faut le fragmenter en plusieurs parties. Ces parties nommées frame. Hein? Nommées frame ou bien frame en anglais ou bien frame en français. D'accord? Donc, maintenant, on va c'est-à-dire travailler avec le mot frame ou bien trame. D'accord? Qu'est-ce qu'on va ajouter aussi au niveau de cette trame? C'est toujours, on doit garder bien sûr l'adresse IP source, l'adresse IP de destination et une partie de l'information, bien sûr, si on a fragmenté le paquet. On doit aussi ajouter l'entête de cette couche. L'entête de cette couche contient beaucoup plus, donc parmi les informations, c'est l'adresse MAC source de l'équipement actuel et l'adresse MAC de destination. D'accord? Il faut ajouter ces deux informations. Voilà, je bascule toujours pour bien. Donc, et puis, voilà, il faut ajouter ces deux informations importantes au niveau de cette couche de liaison. C'est l'adresse IP, l'adresse MAC, pardon, de l'équipement actuel et l'adresse MAC de destination. Mais faites très attention, comme je vous ai expliqué la fois passée, il y a un diapo à part. À la fin, je vais vous le présenter, voilà, qui exprime bien, c'est-à-dire comment manipuler les adresses MAC source et destination, les adresses IP source et destination. Avant d'arriver à ce diapo, et comme je vous ai expliqué la fois passée, c'est toujours ce que vous devez retenir, toujours les informations qui restent inchangées pendant la transmission, c'est l'adresse IP source, l'adresse IP de destination, plus la partie data, la partie information, la partie données, reste inchangée. Les adresses MAC source, adresse MAC source et adresse MAC de destination se changent selon l'équipement qui va transmettre le paquet, ou bien retransmettre la trame, ou bien le paquet. C'est toujours nommé comme adresse source, MAC source. Et l'équipement suivant, donc on met l'adresse MAC de l'équipement suivant. Voilà, on parle donc à l'adresse MAC source, l'adresse MAC de destination. Mais ces adresses MAC sont des adresses MAC de l'équipement actuel qui traite de la trame ou bien le paquet, et l'équipement suivant, ou bien le next hop, qui va recevoir le paquet. Donc, voilà. Au niveau de cette couche aussi, on gère aussi ce qu'on appelle les erreurs de transmission. Voilà, parce qu'il y a une partie correction d'erreurs, donc on peut les corriger, certaines erreurs. On gère aussi les numéros des trames. Il faut les numéroter en séquentiel. On gère aussi les problèmes de ce qu'on appelle les trames perdues, dupliquées, supprimées peut-être, etc. Ce qu'on appelle donc un contrôle en général, le contrôle d'erreur. Voilà. Donc il y a un mécanisme qui permet de gérer tout ça. Voilà. En cas de perte d'une trame, comment c'est-à-dire les récupérer. En cas d'une trame endommagée, comment les récupérer aussi. On gère aussi ce qu'on appelle l'accès au médium. Au niveau de cette couche, donc on gère l'accès au médium. Qu'est-ce que ça veut dire l'accès au médium? Je vous ai expliqué ça aussi la fois passée. Le médium, c'est le canal.
le canal partagé entre deux utilisateurs, entre deux équipements réseau. Ce canal, ça peut être donc un câble Ethernet, ça peut être une liaison filaire, ça peut être une liaison sans fil. Quand on dit l'accès au médium, c'est pour éviter beaucoup plus les collisions. Les collisions, il y a des protocoles dédiés à ça pour gérer ce problème de collision. Quand un paquet, quand un équipement reçoit en même temps deux informations, pour lui, ces deux informations sont illisibles, impossible de les lire. Donc, c'est des informations inutiles. Donc, c'est des informations perdues. Donc, il faut retransmettre les informations. Donc, c'est pour ça on a proposé, si vous voulez, conçu une solution qui permet d'éviter cette collision. La collision augmente beaucoup plus au cas où le médium est sans fil. Donc, si le médium, c'est une liaison sans fil, donc le nombre de collisions augmente. C'est pour ça qu'il nous faut un mécanisme qui permet de gérer les collisions. Il faut bien sûr ne laisser jamais deux voisins accèdent en même temps au médium. Qu'est-ce que ça veut dire accès au médium? C'est-à-dire avoir l'OK pour la réception ou bien pour l'émission. C'est ça. Transmettre ou recevoir. C'est ça l'accès au médium. Donc si j'ai le droit d'accès au médium, c'est-à-dire j'ai le droit de transmettre ou de recevoir. Voilà, c'est ça donc l'accès au médium. OK. Donc, voilà ce que la couche médium liaison, si vous voulez, ou bien la couche MAC. Donc, gère tous ces problèmes. Voilà. Regardez dans ce diapo comment, c'est-à-dire explique bien comment, c'est-à-dire les échanges s'effectuent entre deux machines. Bien, si vous voulez, deux utilisateurs. Regardez, au niveau application, il y a le client FTP. Au niveau de destination, il y a le serveur FTP. C'est-à-dire, il y a un utilisateur qui veut accéder à ce serveur FTP. D'accord? Donc, l'utilisateur, automatiquement, doit utiliser une application qui permet d'accéder à un serveur FTP, ce qu'on appelle un client FTP. Donc, il existe des applications. Voilà, il faut toujours, quand on veut accéder à un serveur FTP, voilà, il faut installer une application client FTP. D'abord, vous pouvez chercher sur Internet, Google, facilement. Donc, vous écrivez application FTP, ou bien TFTP, et vous allez trouver voilà, les deux applications. Et lors de l'installation, je pense qu'il y a des applications qui vous donnent la possibilité d'installer la partie client, ou bien client, pardon, et la partie serveur. C'est-à-dire, si vous voulez installer le serveur FTP, il faut choisir le serveur, option serveur. Si vous voulez installer le client, il faut installer l'option, bien sûr, client. Et donc, après que cet utilisateur utilise l'application FTP, automatiquement, l'application va utiliser le protocole FTP. Et au niveau de l'application, le protocole choisi, c'est le protocole FTP. Quand on dit FTP, donc au niveau de transport, on va utiliser un protocole, soit TCP, bien UDP. Le protocole FTP se base sur le protocole TCP. On a fait la différence entre TCP et UDP la fois passée. Je connais. On a TCP, c'est basé connexion, d'accord? Basé connexion, c'est-à-dire il exige que le destinataire soit présent. Voilà. Par contre, le UDP, non. Le UDP, il ne vérifie pas si le destinataire il est là ou pas. Donc, il envoie le paquet directement. Comme le streaming. Le streaming, on fait une diffusion et c'est bon. Après, on s'en fiche. Celui qui est là, il va recevoir le streaming.
Celui qui vient après, il perd bien sûr toutes les informations qui ont été diffusées avant. Par contre, le TCP, non. Le TCP, il vérifie le destinataire. Si le destinataire n'accuse pas la réception, donc il faut retransmettre le paquet plusieurs fois, jusqu'à ce que, bien sûr, recevoir l'accusé de réception de la part de destinataire. Après, bien sûr, il y a une information aussi au niveau de la couche transport bien avant, c'est le numéro de port utilisé. Voilà, c'est le numéro de port lié au protocole FTP. Après, au niveau de la couche réseau, c'est le EP. Dans ce cas, après avoir reçu bien sûr le segment, c'est-à-dire contient l'information, plus l'entête de transport. L'entête de transport, elle contient bien sûr le port source et le port de destination, plus le protocole de transport utilisé. Comme ce cas, voilà, c'est le protocole TCP. Au niveau de la couche réseau, on va ajouter en tête de cette couche. Hein? C'est en tête de cette couche, il contient l'adresse IP source de cette machine, hein, et l'adresse IP de ce serveur, comme source, comme destination, pardon. Désolé. Une minute, s'il vous plaît. Je prends mon téléphone, désolé, rapidement. Désolé, hein, désolé. Alors, donc, au niveau de cette couche, la couche network, on va ajouter bien sûr l'adresse IP source, c'est l'adresse IP de cet utilisateur, et l'adresse IP de destination, c'est l'adresse IP de serveur FTP. Supposons que les deux utilisateurs, clients et serveurs, sont géographiquement éloignés. Peut-être il y a un réseau WAN qui relie les deux. Donc il y a plusieurs équipements intermédiaires entre les deux. Mais toujours les adresses IP, les deux adresses IP ajoutées à l'entête IP ou bien à l'entête réseau, c'est l'adresse IP source et l'adresse IP de destination finale, c'est le serveur. Voilà. Et donc après, au niveau de la liaison, donc c'est le protocole IP, au niveau de la liaison, c'est presque le driver Ethernet. La liaison, donc c'est le protocole Ethernet qui va fonctionner au niveau local, voilà, pour ajouter l'adresse MAC source et l'adresse MAC de destination. D'accord? L'adresse MAC source comme première étape, c'est l'adresse MAC de cet utilisateur ou bien l'adresse MAC de la carte réseau de cette machine. Et l'adresse MAC de destination, c'est l'adresse MAC, voilà, du prochain équipement qui va recevoir, la trame. Supposons on va envoyer, si on envoie donc le paquet vers la passerelle, bien la gateway,
supposons que l'adresse passerelle est configurée au niveau du routeur. Donc, l'adresse MAC à ajouter ici, c'est l'adresse MAC de l'interface du routeur sur lequel on a configuré l'adresse IP qui représente la passerelle, bien la gateway. D'accord? Bon, regardez, il y a deux informations. Ici, on a précisé qu'un protocole de liaison, c'est le protocole Ethernet. Et l'autre côté, on a présenté un autre protocole, c'est le Tokering. Hein? Bon, pour bien comprendre, attention, pour bien comprendre, le Ethernet ici, c'est-à-dire pas forcément qu'on va utiliser de la source jusqu'à la destination. Non. C'est-à-dire si on utilise une passerelle ici, au niveau du client initial, du client FTP. Donc, s'il y a une passerelle et on doit passer par un routeur, après vers Internet, et après on arrive de l'autre côté, à un autre routeur, et après le serveur. Donc, pas forcément que le protocole Internet sera utilisé de bout en bout. Non. On utilise le protocole Internet en local entre le client et la passerelle. Une fois l'information arrive au niveau du passerelle, c'est le routage. Après, ça peut être niveau 3 jusqu'à l'autre réseau local, là où se trouve le serveur. Mais je voudrais juste tirer votre attention à ces deux technologies, le protocole Ethernet et le protocole Tokering. D'accord? C'est juste qu'on a fait ça pour tirer votre attention à ces deux informations, le protocole Ethernet et le protocole Tokering. Est-ce que vous avez entendu avant du protocole Tokering? Oui ou non? Vous avez utilisé? Vous avez déjà entendu parler de ce protocole? Tokering? Oui. Donc, il y a au moins un étudiant qui a répondu oui. Très bien. Bon. Ahmed dit oui, Omar non. Voilà. Donc, voilà un autre. Ok. Très bien. Donc, non, à la limite, donc, vous n'avez pas. Peut-être vous avez entendu parler de ce protocole, peut-être vous n'avez pas assez d'informations sur ce protocole. Donc, je vais vous donner le nécessaire. C'est juste pour comprendre et pour faire la différence entre Ethernet et Docker. C'est deux protocoles utilisés au niveau local. Au niveau local. Au niveau LAN, hein. Quand on dit local, c'est au niveau LAN. Et le Ethernet, c'est le protocole utilisé actuellement. Vous utilisez un câble Ethernet, donc automatiquement un câble Ethernet qui relie la machine à un switch local, donc automatiquement vous utilisez le protocole Ethernet. C'est le protocole basé sur le standard E32802. Je sais pas, donc 11.11 et quelques, etc. D'accord? Et là, on utilise donc la notion du paquet, la notion de la trame, surtout la trame. D'accord. Tokering, cette technologie a été utilisée normalement dans les années, a été proposée par IBM, mais généralement dans les années 80, 90, même après. C'est une technologie qui a bien sûr des avantages, mais qui nécessite bien sûr un déploiement spécifique. Tokering permet de connecter les machines au niveau d'un réseau local sous forme d'un ring. Le ring, c'est un cercle, soi-disant un cercle. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser un switch, on ne va pas utiliser un switch. On va utiliser une carte réseau, si vous voulez, spéciale. Voilà, qui a un port spécial, un câble spécial, bien sûr.
Et on relie la machine A avec B, le B avec C, C avec D, D avec A. Regardez, on a combien de machines? 4 machines. Vous voudrez le relier dans un réseau local. Qu'est-ce qu'on va faire? On va relier la machine A avec B, B avec D, D avec C avec B avec C, C avec D, D avec A. Voilà. Comme c'est un cercle. D'accord? Et le protocole qui fonctionne au niveau local dans ce cas, c'est le protocole Tokering. Le protocole Tokering utilise ce qu'on appelle un token, comme si une trame. Hein. Au lieu de dire une trame, on utilise un token. Et le token contient un token vide au début. Un token vide contient uniquement trois champs. Un champ, c'est-à-dire qui désigne le premier hôte et le dernier qui désigne le dernier hôte, et un champ intermédiaire vide. On peut l'utiliser pour les données. Ce token vide reste toujours en circulation, d'accord, entre les machines. Reste toujours dans une circulation, dans un mouvement permanent, dans une circulation permanente, comme c'est un taxi qui tourne sans arrêt. Voilà, de A vers le B vers le C vers le D vers le A, ainsi de suite. Voilà, sans arrêt. Quand la machine a une information envoyée à une autre machine, doit attendre l'arrivée de ce token. Quand le token arrive, voilà, elle va l'arrêter, elle va ajouter à l'intérieur de ce token les informations envoyées en spécifiant l'adresse IP source et l'adresse IP de destination, et on lance le paquet et on envoie le token. La même chose, donc les autres machines reçoivent le token, c'est un token non vide, donc ces machines vérifient l'adresse IP de destination. C'est l'adresse IP de destination égale donc l'adresse IP de la machine, donc elle va garder une copie, sinon elle va transmettre le token vers la machine suivante, ainsi de suite. Voilà. Jusqu'à ce que le paquet ou bien le token arrive au niveau de la destination. Quand la machine de destination reçoit ce token, qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder une copie de données et il va accuser des réceptions, comme si elle va mettre un drapeau vert au-dessus de ce token et envoyer ce token avec le drapeau. Quand la machine source reçoit le token initial de données avec le drapeau, elle va comprendre que la machine de destination a bien reçu la donnée. Et cette machine source, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vider le token. Voilà, elle va enlever les données qu'elle a déjà envoyées et retransmettre le token vide à nouveau à la machine suivante, ainsi de suite. Voilà. Donc, il y a des avantages, des inconvénients de cette technologie, mais actuellement, la technologie dominante, c'est la technologie Ethernet, c'est le protocole. Mais quand vous faites une recherche sur l'Internet, quand vous faites par exemple un examen de certification, on ne sait jamais, donc vous trouverez ce protocole. Donc, ces informations sont largement suffisantes pour au moins comprendre c'est-à-dire le fonctionnement de base de ce protocole Tokering. Voilà. Et quand la machine de destination reçoit avant d'arriver à la machine de destination, en intermédiaire, donc les machines ou bien les équipements réseau intermédiaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bien sûr vérifier toujours là, ils vont regarder l'entête IP, regarder l'adresse IP de destination, vérifier s'il y a il existe un chemin valide vers cette destination, c'est OK. Donc, ils vont modifier la partie MAC, adresse MAC source, adresse MAC de destination, et envoyer le paquet. Mais toujours l'adresse IP source et destination restent les mêmes, comme je vous ai dit. Jusqu'à ce que le paquet arrive au niveau du serveur. Quand le paquet arrive au niveau du serveur, donc au niveau de
de, de ce token, voilà, il va vérifier que l'adresse MAC de destination égale son adresse MAC. Il va remonter et envoyer ce paquet vers la couche réseau. La couche réseau va vérifier l'adresse IP de destination. Elle va trouver que l'adresse de destination, c'est son adresse aussi. Donc, elle ne va pas retransmettre le paquet, elle va le garder et elle va l'envoyer vers la couche transport, puis vers la couche de destination, dans laquelle le serveur, bien sûr, peut recevoir la demande du client actif. Voilà donc comment ça marche désolé, hein. Voilà, au niveau de la machine, chez l'utilisateur utilise une application, supposons c'est un URL d'un site web. Au niveau de l'application, c'est partition, etc. Donc, on va choisir le numéro de port. Le numéro de port, c'est lié, bien sûr, au protocole utilisé au niveau de l'URL. Est-ce HTTP, HTTPS, FTP, ainsi de suite. Voilà, c'est le numéro de port. Après, le numéro de port, avec le protocole de soit UDP, TCP, donc c'est le segment. Le segment va être envoyé au niveau de la couche réseau. La couche réseau, on va ajouter bien sûr l'adresse IP source et l'adresse IP de destination. Ce qu'on appelle l'adresse IP logique. L'adresse IP, c'est une adresse logique. Après, envoyer le paquet vers la couche liaison, dans laquelle on va ajouter bien sûr l'entête liaison, qui est représentée par l'adresse IP MAC sur ces destinations, ce qu'on appelle l'adresse physique. Après, directement envoyer les données, au niveau du support de transmission. Au niveau du support de transmission, c'est la transmission binaire, et 0 et 1. مسيو علاش ما نخدموش ديريكتومون بالادريس ماك شغل ما كان لا نسحقوا الاي بي الادريس اي بي بوركوا الادريس اي بي كال est l'utilité L'adresse IP, c'est un routage. C'est les deux machines, premièrement, n'appartiennent pas au même réseau. C'est les deux machines, bien l'ensemble de machines, appartiennent au même réseau IP, connectés sur le même équipement switch, par exemple. Dans ce cas, c'est facile. On va utiliser uniquement la table MAC, parce que la table MAC existe au niveau de l'utilisateur, ici. Plus à mesure, le système va remplir l'adresse MAC, enfin la table MAC, pardon. Et au niveau du switch aussi, le switch va remplir l'adresse MAC des utilisateurs. C'est-à-dire l'adresse MAC, c'est quoi? C'est deux colonnes. La première colonne, c'est le numéro de port. La deuxième colonne, c'est l'adresse MAC. Alors voilà, cette machine est connectée sur le port 0,5. Donc, la première colonne 0,5. Et sur la même ligne, on doit spécifier l'adresse MAC de la machine connectée au niveau du port 5. On trouve par exemple 0B001AC. C'est l'adresse MAC de cette machine connectée sur le port réseau, sur le port 5. Donc, quand un utilisateur envoie cette machine, au niveau du switch, il va uniquement consulter la table MAC et vérifier la MAC de destination. Il trouve que cette MAC est connectée sur le port 5. Donc, au lieu de faire une diffusion sur tous les ports, il va uniquement envoyer l'information au port 5 uniquement. Et dans ce cas, on a utilisé uniquement les adresses MAC. Mais par contre, cet utilisateur veut communiquer avec un autre réseau, avec une autre machine qui est connectée sur un autre réseau, même sur le même switch, même sur le même switch. Même si elle est distante, cette machine, à travers un réseau WAN. C'est la même chose, parce que, supposons qu'on a configuré un réseau 192.168.0.1/24. Et sur le même switch, on a configuré un ensemble de machines sur un autre réseau, par exemple
192, 168, 1, 0. Début, c'est 0, 0, le premier réseau. Ou là, on va dire 10, 0 le premier. Le deuxième, c'est 20, 0, 192, 168, 20, 0/24. Donc, les deux machines, s'il y a deux machines connectées sur les deux réseaux différents, voilà, ces deux machines doivent communiquer à travers une gateway, c'est-à-dire un équipement qui fait le routage et le routeur. Dans ce cas, on doit utiliser les adresses IP parce qu'au niveau du routeur, donc c'est un équipement niveau 3, il ne peut pas lire les machines, les adresses MAC, il peut uniquement lire les adresses IP, donc il doit vérifier l'adresse de destination. Il trouve que l'adresse demandée de destination, c'est 192, 168, 20, par exemple, 50. Voilà, il vérifie sa table de routage. Il trouve que le réseau 20.0, 192, 168, 20.0/24, c'est un réseau connecté au C. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Il va directement envoyer le paquet vers la machine directe connectée. Il va trouver bien sûr sur quel port elle est connectée, pardon. Désolé. D'accord, merci, monsieur. Voilà. Donc, on peut travailler uniquement avec les adresses MAC, mais au niveau local uniquement. Voilà. Au niveau local et sur le même réseau. Sur le même réseau. C'est pour ça, je ne sais pas si vous avez fait un TP ou pas. Vous pouvez connecter un ensemble de machines sur le même switch avant de faire n'importe quelle communication, afficher la table MAC au niveau des machines et la table MAC au niveau du switch. Par exemple, je pense au niveau du switch, vous pouvez écrire show MAC table, voilà, pour afficher la table MAC. Et au niveau de la machine, vous pouvez, je pense, print, root print, je pense comme ça, et vous allez vérifier. Il y a une autre commande que j'ai oubliée pour afficher uniquement les adresses MAC. Mais même avec print root, vous pouvez trouver donc la table MAC avec les adresses MAC, la table IP vous trouverez que la colonne MAC est vide pour le moment, parce qu'il n'y a aucune communication. Mais quand le premier utilisateur communique avec le premier, fait sa première communication avec une autre machine, le switch commence à récolter des adresses MAC. Parce que, comme sa table MAC est libre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une diffusion. Parce qu'il ne peut pas identifier sur quel port la machine de destination est connectée, parce que sa table MAC est vide. Qu'est-ce qu'il va faire donc? Il va faire une diffusion. Il va diffuser l'information sur toutes les ports. Mais uniquement la machine qui a l'adresse MAC de destination va répondre à cette machine, à cette requête. Et dans ce cas, le switch peut remplir au fur et à mesure la table MAC. Voilà. Après une certaine durée, donc la table MAC devient complète. Toutes les informations sont renseignées. Et donc, dorénavant, on ne fera pas la diffusion et on fait directement donc, l'inucast au lieu de faire le broadcast. Voilà. Regardez dans ce diapo, c'est la même chose. C'est pour vous expliquer toujours donc, si cet utilisateur va envoyer un mail à un serveur qui se trouve à Internet, par exemple. Donc, il utilise une application mail. Donc, toujours donc peut-être à travers comme Google, comme Gmail par exemple, à travers donc une application HTTPS, voilà, on peut envoyer une information. Donc l'information envoyée, voilà, sera bien sûr divisée en plusieurs data parce que si on dépasse bien sûr une certaine taille. Après au niveau de transport, on va ajouter l'entête transport qui contient le numéro de port et le protocole utilisé, est-ce que TCP ou bien UDP. On peut savoir à travers le port directement. On va ajouter cette information, le port source et le port de destination, ce qu'on appelle le segment. Voilà, donc cette information appelée segment
envoyer le segment à la couche transport, à la couche, network. Au niveau de la couche network, voilà, on va rajouter le network header, hein, c'est l'entête network, voilà, qui contient l'adresse IP source, l'adresse IP de destination. Et toute cette information est nommée paquet, hein, nommée paquet. Voilà. Après, envoyer le paquet au niveau de la couche liaison. Et au niveau de cette couche, il faut ajouter aussi l'entête MAC, pardon, qui est représentée par l'adresse MAC source et l'adresse MAC de destination. Mais toujours, je souligne que ce n'est pas toujours l'adresse MAC source, l'adresse MAC de destination, c'est-à-dire qui représente la source initiale et la destination finale. Faites très attention. Voilà, comme je vous ai dit, toujours ces informations se changent, voilà, selon l'équipement qui traite la trame. Après, directement, on va envoyer cette frame, voilà, voilà, avec cette structure, voilà, sous forme de binaire à la couche physique. Voilà, c'est la couche physique. Donc, c'est bit par bit. Envoyer l'information bit par bit. Donc, ce que vous devez retenir, c'est ces informations. Au niveau de la couche application, l'information nommée data. Au niveau de la couche transport, c'est segment. Au niveau de la couche network, c'est paquet. Au niveau de la couche liaison, c'est frame. Voilà, donc juste pour vous expliquer l'histoire des entêtes et des informations ajoutées au niveau de cette couche. Regardez, l'utilisateur au niveau de son application va envoyer des données. Voilà. Au niveau de l'application, on va ajouter l'entête application, mais j'ai raté. Pardon, c'est le numéro de port utilisé par l'application. Après, on envoie les données vers vers la couche transport. Au niveau de la couche transport, on va ajouter donc l'entête transport. C'est le TCP ou bien le EDP. Après, envoyer le segment TCP, si vous voulez, vers la couche network. Au niveau de la couche network, on va ajouter l'entête IP. L'entête IP, c'est l'adresse IP source, l'adresse IP de destination. Après, envoyer le paquet à la couche liaison. La couche liaison, on va spécifier bien sûr, c'est le... Monsieur, la fragmentation se fait dans la couche d'application, dans la couche transport. la fragmentation, presque dans tous les niveaux, mais à savoir, automatiquement au niveau de la couche application, c'est avant d'arriver à la couche transport, toujours il y a une fragmentation qui a été déjà faite par l'application, parce que l'application déjà exige que l'information envoyée ne doit pas dépasser une certaine taille. Voilà, donc là, au lieu d'envoyer la donnée complète, le fichier complet, on va le diviser sur plusieurs données et envoyer cette donnée à la couche transport. La couche transport, si bien sûr cette donnée dépasse une certaine taille, donc on va aussi la segmenter en plusieurs segments. Mais si la donnée ne dépasse pas la taille exigée, donc directement la donnée égale un segment. Au niveau de la couche network, la même chose. Si le segment dépasse une certaine taille, selon le protocole qui fonctionne au niveau de la couche network, automatiquement, il faut diviser, fragmenter le segment en plusieurs paquets. Au niveau de la couche MAC, la même chose. Si la taille de paquet dépasse une certaine taille exigée par la couche MAC, donc il faut bien sûr fragmenter le paquet en plusieurs trames. Mais monsieur, في الريسبتور كيفاش يفيق على الاوردر دي فراغمون
شغل كيفاش Bien sûr. يقول هذا. C'est-à-dire le protocole utilisé pour fragmenter, c'est lui qui, bien sûr, numérote les données. D'accord? Il faut les numéroter. Il y a un numéro. Au niveau il y a un champ numéro, séquence. D'accord? اوكي Dans laquelle داكور. voilà, on spécifie le. C'est comme ça on peut vérifier si on a perdu donc une information. Ou pourquoi il faut diviser? C'est pour faciliter le traitement des erreurs. Parce que il vaut mieux de perdre donc une seule trame de taille très très petite, facile à retransmettre, au lieu de perdre toutes les données. Parce qu'au début, on a essayé d'envoyer la donnée directement, avant de, on ne fait pas la fragmentation. Mais ça coûte très très cher. Premièrement, l'utilisateur qui envoie un paquet volumineux va occuper pendant une durée très longue, donc le support de transmission, c'est-à-dire les utilisateurs ne peuvent pas participer. Un. Deux, si on perd une information, on sera obligé de retransmettre toute la donnée à zéro. Donc c'est pour ça qu'il y a cette histoire de fragmenter en plusieurs niveaux. D'abord, la fragmentation démarre depuis la couche application. Je ne sais pas si vous avez bien regardé ce diapo regardé. Au niveau de l'utilisateur, il a écrit bien sûr son mail, il a peut-être attaché un fichier, voilà, c'est la donnée. Mais dès qu'on clique envoyer, c'est l'application au niveau de la couche application, au niveau de cet utilisateur, qui va diviser le mail en plusieurs données. C'est rapide, mais il faut qu'on divise l'information en plusieurs données et envoyer donnée par donnée vers la couche transport. On peut garder cette information-là même, comme on peut aussi, hein, on peut, dans la plupart des cas, on fait une seule fragmentation au niveau de la couche application. Mais ça peut être qu'au niveau de la couche transport, on va diviser cette petite partie de données en plusieurs parties. Au niveau de la couche network, la même chose, en plusieurs paquets. Au niveau de la couche Mac, en plusieurs frames. Ça peut être. Ça peut être. D'abord, même dans des réseaux quand on programme un réseau, sur un simulateur ou bien programmation, on spécifie la taille de la trame. Spécifie la taille de la trame. Quand on programme les sockets, quand on programme donc quand on fera un protocole de communication, on touche, c'est-à-dire les couches inférieures. Voilà. Eh bien, la dernière couche, c'est toujours donc l'entête Ethernet. Voilà, qu'on doit rajouter. C'est l'adresse MAC source, l'adresse MAC de destination, plus donc c'est la fin de la trame. Hein, pour indiquer que voilà, c'est la fin de données ou bien la fin de. Voilà donc pour cette présentation. Je vais juste vous présenter aussi un seul diapo sur un autre fichier. C'est juste pour vous expliquer comment ça marche, et comment faire le routage. Et comment, comme je vous ai dit, comment garder toujours les adresses MAC source et destination, mais les adresses MAC source et destination se changent lors de transmission. On va prendre un exemple. Supposons que cet utilisateur veut communiquer avec ce serveur. L'adresse IP de cet utilisateur, c'est 192.168.02. Son adresse MAC, c'est 00D0 FF2608DD. Le serveur, son adresse IP, c'est 172.16.02 et son adresse MAC, c'est cette adresse MAC. Maintenant, quand l'utilisateur du premier PC envoie une information au serveur, qu'est-ce que ça va se passer?
on va vérifier la trame. Ce qui nous intéresse, c'est la trame parce qu'au niveau de la trame, là, on doit ajouter les adresses MAC. Voilà, si par exemple, le PC1 communique avec le PC2, hein, qu'est-ce qu'on aura au niveau de la trame? On aura l'adresse IP source émetteur, c'est 02, c'est cette adresse IP. L'adresse IP de destination, c'est 03, c'est cette adresse IP. L'adresse MAC émetteur, c'est cette adresse MAC, c'est toujours PC1. Et l'adresse MAC de destination, c'est l'adresse MAC de PC2. Parce qu'en local, il n'y aura pas un changement. Directement, le paquet sera envoyé à cet utilisateur. Par contre, c'est deuxième cas. Pardon, si le PC1 communique avec le serveur. Donc, au niveau de la couche network, on va ajouter l'entête IP, qui est l'adresse MAC de destination. L'adresse MAC source et l'adresse MAC de destination. Donc 192 68 02 c'est PC1, 172 16 02 serveur. Voilà, c'est doit être spécifié au niveau de la couche network de cet utilisateur PC1. Au niveau de la couche MAC, est-ce qu'on va ajouter? Bien sûr, automatiquement, ce paquet va être envoyé vers la passerelle parce que le serveur se trouve dans un autre réseau. Donc, on aura besoin d'adresse de routage. Qu'est-ce qu'on va spécifier comme adresse MAC? Parce qu'au niveau de PC1, on a la passerelle. On a l'adresse IP 01 192 168 01. Cette adresse, par rapport vis-à-vis le PC1, c'est une adresse passerelle qui a été configurée au niveau du routeur, plus précisément a été configurée sur cette interface FAST 00 ici. Voilà, directement, donc, le paquet sera envoyé vers le routeur parce que l'utilisateur A veut communiquer avec un autre utilisateur qui n'appartient pas à son réseau. Donc, on va spécifier comme adresse MAC. Et l'adresse MAC du PC1 et l'adresse MAC de destination, c'est l'adresse MAC du serveur. Exactement, c'est l'adresse MAC de cette interface, FAST 0/0. Quand le routeur reçoit ce paquet, bien cette trame, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder bien sûr l'adresse IP de destination, il va consulter sa table de routage. Est-ce qu'il y a un chemin valide vers ce réseau? Il trouve qu'il y a effectivement un chemin vers le réseau. C'est le next hop. Donc, il faut envoyer le paquet vers ce routeur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va spécifier comme source, il va modifier les adresses MAC sur ses destinations. Mais il ne va pas changer, il ne doit pas changer les adresses IP. Donc, il va spécifier comme adresse MAC source, c'est l'adresse MAC de cette interface, FAST 01, regardez, c'est cette deuxième interface. Voilà, c'est 6602, regardez, 6602. Là, c'est cette interface, la face 01/01, envoyée vers la FAST 01 de ce deuxième routeur. Donc, c'est l'adresse MAC de FAST 01. Voilà, FAST 01, c'est le premier. Donc, c'est cette adresse MAC. Regardez, c'est B701. B701. Voilà. Quand le paquet arrive au deuxième routeur, regardez, voilà, dans cette partie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien sûr changer les adresses MAC.
il doit spécifier cette adresse IP, cette adresse MAC comme adresse MAC source, et l'adresse MAC de son interface base 00. Et comme destination, c'est l'adresse de la machine, parce que c'est une machine connectée. Voilà, c'est directement cette adresse MAC. Donc, c'est desktop, ok, c'est cette adresse MAC, c'est E1, E196. E196. Voilà, c'est pour comprendre donc, comment ça marche, l'histoire de routage et le changement des adresses MAC. Par contre, les adresses IP restent toujours inchangées entre la source initiale et la destination finale. Et c'est bon, donc on a terminé. Je ne sais pas donc, si vous avez des questions. Hein? Est-ce que vous avez des questions? Donc, c'est juste pour moi, c'est une introduction, un résumé, ce que vous avez déjà vu avant, en L2, en L3. Mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser aujourd'hui, la semaine prochaine. Mais l'essentiel, ne laissez pas, c'est-à-dire les choses passent. Toujours, si vous avez quelque chose qui n'est pas clair, il faut poser vos questions. Et comme je vous ai dit, si vous êtes intéressé la fois passée, peut-être la semaine prochaine, voilà, ou bien l'autre semaine, je vais créer une classe voilà, pour ceux qui veulent donc certifier en réseau, même après en sécurité, même après dans un autre type de formation. Donc, c'est des formations Huawei, le constructeur Huawei. Je pense que c'est important pour vous en tant qu'étudiant d'avoir le maximum de certifications. Et d'un autre côté, si vous voulez préparer le challenge ou bien le concours, la compétition internationale organisée par Huawei, qui sera organisée au début de mois, peut-être septembre ou bien octobre. Donc, il faut préparer dès maintenant. D'accord? Bon, quand ça, c'est entre parenthèses, concernant la compétition et les certifications. Mais de toute façon, je vais vous informer. Et ceux qui sont intéressés, il faut juste m'informer et je vais vous ajouter à une classe. D'accord? Merci à vous. D'autres questions, s'il vous plaît? C'est clair? C'est bon? Bon, comme je vous ai dit, peut-être la semaine prochaine, on démarre donc les TP, même en ligne. Il faut qu'on démarre les TP. Les TP, les premiers TP sont simples. Voilà, on peut les faire sur le simulateur voilà, sans aucun problème. Bien sûr, sur le simulateur, on utilise le Backtracer. Concernant le slide, oui, bien sûr. Quand on termine à la fin de chaque chapitre, donc je vous enverrai le slide. D'accord? Moi, comme je n'avais pas le temps pour préparer mes propres slides, voilà. Donc j'utilise des slides qui sont déjà préparés par un collègue. Voilà. Donc j'utilise ça, donc peut-être pour l'année prochaine, donc j'aurai le temps pour préparer donc, mes propres slides. Peut-être je vais ajouter d'autres informations, supprimer peut-être des informations qui ne sont pas peut-être très utiles, etc. Voilà. Améliorer le contenu selon ma propre vision. Donc, je vous remercie. Rendez-vous la semaine prochaine. Toujours par mail, peut-être comme aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas, par mail, on fixe en attendant toujours la réception de, voilà, de l'emploi de temps. Donc, je vous remercie. Bon courage et la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci, monsieur Sarr.